On va attaquer les applications linéaires d'un espace vectoriel vers un autre espace vectoriel. Ce que je vais dire, je penserai particulièrement à la dimension finie, mais il y a des choses qui marcheront en toute dimension. Ce sera à vous à faire le point là-dessus. D'abord, un petit peu de motivation. Pourquoi on introduit les applications linéaires? J'ai envie de dire pourquoi on ne les a pas introduites plus tôt. Parce que d'abord, c'est systématique que dès qu'on introduit une structure, c'est quelque chose de systématique. On introduit les morphismes de structure, c'est-à-dire comment créer des applications dans ces structures qui respectent la structure. Ça, c'est toujours comme ça. Donc c'est systématique. Pourquoi? Parce que en mathématiques, on a envie de faire des correspondances, c'est-à-dire de remarquer qu'il y a une structure quelque part et une structure, la même structure ailleurs, dans un autre monde, dans d'autres domaines des mathématiques, et créer des funiculaires, en quelque sorte, entre ces deux mondes, afin de résoudre des problèmes. Donc, par exemple, vous voyez, justement, vous allez avoir les applications linéaires et vous allez avoir les matrices. C'est deux mondes différents. Il y en a un qui est plus axé à la géométrie, l'autre qui est plus axé au calcul. Et le fait d'aller d'un truc à l'autre, d'un monde à l'autre, permet de résoudre des problèmes. Donc ça, c'est quelque chose de systématique, les morphismes de structure, parce que, peut-être vous pouvez regarder la vidéo sur les structures quotients, la première vidéo sur les structures quotients. En fait, toute application est une bijection qui s'ignore, et des bijections, on en a besoin pour faire des correspondances en mathématiques. Donc ça, c'est le premier truc, correspondance. Voilà. Ensuite, parce que ces applications linéaires vont modéliser des transformations géométriques. Alors, des transformations géométriques linéaires, des transformations géométriques aussi affines. Alors bien sûr, il faudra un peu plus d'informations, mais le linéaire sera quand même sous-jacent, et aussi des transformations géométriques différentielles, c'est-à-dire que depuis Newton, on sait que derrière une application assez générale qu'on appelle application différentiable, eh bien, il y a localement des transformations qui sont linéaires. Et la connaissance de ces transformations linéaires permet d'avoir des informations locales sur ces transformations différenciables. Bon, tous les gens qui ont fait un tableau de variation en calculant la dérivée, la croissance, le signe de la dérivée et le lien avec la croissance de la fonction, c'est de quoi je parle. Et ensuite, ça va être une modélisation des systèmes linéaires. Voilà. Donc, bon, ça fait quand même des tas de bonnes raisons qui vont du pratique au fondamental en passant par le géométrique. Voilà. Alors, la définition, regardez la définition. On dit que phi est linéaire si ça respecte, ici il y a une addition et une multiplication, ici il y a une addition et une multiplication externe, hein, évidemment, et tout ce qu'on veut, c'est le respect de ceci, de cette addition. Regardez ça, moi je le vois très souvent, et ça en algèbre c'est quelque chose qui est omniprésent, c'est ce qu'on appelle la commutation du langage, c'est-à-dire que l'image de la somme, c'est la somme des images. D'accord? L'image du produit, c'est du produit externe, c'est le produit externe de l'image. Bon, voilà. Alors après, on peut faire une synthèse de ces deux-là, en un seul, si on n'a pas envie d'écrire deux choses, si on préfère écrire, des fois on aime bien ce qu'on appelle diviser pour régner, d'accord, mais des fois on aime bien compacter un petit peu les choses, et on peut faire une synthèse, c'est phi de lambda u plus mu v égale lambda phi de u plus mu phi de v, avec uv dans E et lambda mu dans K, on avait des espaces vectoriels sur K. Si vous voulez vous entraîner sur la commutation du langage, qui est quand même quelque chose d'assez pratique, parce que dans son côté systématique, ça permet de bien comprendre pourquoi et comment on fait les maths, on peut dire l'image d'une combinaison linéaire et la combinaison des images. Voilà, une façon de le dire, c'est joli.
Alors tout de suite, on passe aux exemples. Premier exemple fondamental, vraiment, pour moi, c'est fondamental. Si on regarde, au lieu de E, on regarde Kn et F, Km. Je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répéterai jamais assez, c'est que un espace vectoriel de dimension finie, c'est pas tout à fait K puissance N. Il suffit de lui adjoindre une base. Une fois qu'on a fixé une base, alors c'est K puissance N. Et inversement. D'accord ? Et donc, en toute généralité, je peux regarder une application linéaire comme une application à partir du moment où j'ai fixé une base de E et de F. On reviendra là-dessus. Alors, à quelles conditions elle est linéaire? Parce que maintenant qu'on a Kn, la linéarité va pouvoir se voir, en quelque sorte se représenter. On va la voir concrètement. C'est-à-dire, elle est linéaire si chaque coordonnée, ici, chaque application coordonnée, est polynomiale homogène de degré 1. Alors je vais essayer d'expliquer ça parce que c'est important de comprendre. Alors je vais prendre n égale 3, m égale 2, et donc regardez, x, y, z, voici les applications coordonnées de phi, d'accord, donc ça c'est phi, et ça ce sont les applications coordonnées. Donc les applications coordonnées, elles sont polynomiales, homogènes, donc c'est des polynômes en x, y, z, homogènes de degré 1, ça veut dire qu'on n'a que des choses en degré 1, on n'a pas de degré 2, on ne pourrait pas avoir x2, on ne pourrait pas avoir zx, d'accord, ça c'est du degré 2, et on ne peut pas avoir plus 1, par exemple, parce que ça ce serait du degré 0, d'accord, les constantes. D'accord, voilà. Donc, voilà, tout simplement. Bon, alors là maintenant, bah oui, et inversement, à chaque fois qu'on aura une application linéaire, ben on pourra se ramener, évidemment, quitte à simplifier les choses, on pourra se ramener à quelque chose de polynomial homogène de degré. Voilà. Alors là maintenant, on a envie de hurler, vous ne pouviez pas le dire plus tôt, parce que qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est beaucoup plus concret que ça. Je suis d'accord. Mais ça, c'est la différence entre la représentation et la caractérisation. Ça, ici, je l'ai représenté. C'est peut-être plus rassurant, mais caractériser, c'est souvent mieux parce que on n'a pas toujours une base, on n'a pas toujours une forme avec des coordonnées qui sont bien précises. On en donnera des exemples tout à l'heure. Donc, voilà. Maintenant, l'exemple fondamental 2, qui aurait pu être le 1 et inversement. Si je fixe une base, voilà, je fixe une base de E, je sais que ça existe, alors j'ai une application qui va de E dans Kn. On en a déjà parlé, c'est l'application des coordonnées dans E. À U, on lui associe l'unique, grâce au fait qu'on a une base, l'unique n-uplet UI, tel que somme de UI, EI égale U. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mieux qu'un morphisme, c'est-à-dire non seulement on a un morphisme, c'est-à-dire on vérifie que ça marche bien, c'est-à-dire que si on fait la ième coordonnée, par exemple pour celle-là, de la somme de deux vecteurs, alors c'est la somme des ième coordonnées des deux vecteurs. Bon, ça, c'est des choses qui sont évidentes. Mais on a mieux, donc on a ce qu'on appelle un isomorphisme. Alors, ça, c'est le nirvana de l'algébriste, on l'écrit comme ça, c'est-à-dire que c'est un morphisme, mais en plus de ça, c'est bijectif. On montre facilement que quand c'est un morphisme et que c'est bijectif, alors la bijection réciproque est aussi un morphisme entre les deux espaces. Et bien, alors maintenant, à quoi ça sert? L'isomorphisme, c'est ce que je vous disais, ce sont les correspondances, c'est-à-dire que ici, on a des problèmes d'une certaine nature, mais on va transformer ça en problème purement calculatoire.
en espérant pouvoir résoudre par le calcul. C'est pas toujours facile, il faut pas... disons, ça c'est une solution, hein, mais il faut pas non plus croire que c'est une panacée. Hein. Le calcul en mathématiques est loin d'être la solution à tout. Mais ça arrange, c'est comme l'argent dans la vie. Voilà. Donc, ensuite, l'exemple fondamental 3. Donc, eh ben oui, 3, ça, ben oui, jamais 203. En fait, le 3, ça va être une synthèse de 1 et 2. C'est-à-dire que, à partir du moment où on a une application linéaire entre, donc, phi, hein, d'accord, entre E et F, d'accord, eh ben, ici, je vais pouvoir retranscrire, d'accord, ce E à l'aide d'une base de E, d'accord, comme un espace Kn par l'application coordonnée. Je fais pareil pour grand F avec une base petit f de grand F, avec une application iota F coordonnée, d'accord. Et maintenant, je vais prendre psi. Qu'est-ce que c'est que psi? Eh bien, psi, ça va aller de là vers là. Et puisque c'est un isomorphisme, je peux revenir. Ensuite, je fais ça et je fais ça. C'est ce qu'on appelle un diagramme commutatif, hein, si vous voulez. Ça s'écrit psi égale iota f rond phi rond iota e moins 1. D'accord? Ok. Donc je fais tac, tac, tac. Et en fait, j'ai finalement une représentation de phi par ce psi. C'est-à-dire que psi, c'est moralement phi avec des bases fixées et sous forme d'objets de calcul dont on peut voir tout de suite par ce critère de cette caractérisation polynomiale homogène de degré 1 si c'est un morphisme ou pas. Voilà. Donc là, c'était une petite introduction. Et maintenant, des exemples pas fondamentaux. Mais ces exemples qui vous rappellent que les espaces vectoriels, ils peuvent s'écrire... les choses peuvent se représenter différemment selon l'espace que c'est. Tous les espaces de dimension finie, par exemple, ils sont tous isomorphes. Mais par contre, sur les polynômes, par exemple, de degré inférieur à n, ben on a une intégrale qu'on ne va pas avoir sur un autre espace. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des isomorphismes, parce qu'on va disposer d'outils dans un monde et d'autres outils dans un autre. Dans les matrices, par exemple, on a la trace, hein, d'accord, le déterminant, tout ça. Bon, ben, vous voyez, ici, je regarde de R de X. Si vous voulez être en dimension finie, juste vous prenez les polynômes qui sont de degré inférieur ou égal à n, hein, mais bon, voilà. Et ici, vous regardez, vous fixez A et B de réel, et vous regardez l'intégrale. Bon, bah, ça va être une application linéaire. Entre parenthèses, vous ne le montrez pas avec des coordonnées. Là, c'est pas quelque chose dont vous allez dire « Ah bah oui, parce que les coordonnées sont homogènes de degré 1 ». Non, ça vous le faites avec le critère caractérisant, hein, d'accord? Voilà. Alors que ici, c'est plutôt le critère représentant, en quelque sorte, hein, d'accord? Vous avez la trace à une matrice A, une matrice carrée, hein, à coefficient dans le corps, AIJ, on associe la trace de A, c'est la somme des AII. Bah, vous voyez que ici, bah, quoi? Cette somme des AII, bah, c'est un polynôme en les coordonnées c'est les AIJ, et les AII sont de degré 1, homogènes. Donc ça c'est linéaire, sans autre forme de procédé. Voilà. Donc là, on va attaquer les opérations sur les applications linéaires. Voilà, donc attaquons les opérations sur les applications linéaires. C'est-à-dire qu'on avait une application linéaire, c'est déjà un objet qui met en relation deux espaces vectoriels, donc deux ensembles sur lesquels il y a des opérations, mais elles-mêmes vont avoir des opérations entre elles. Il faut faire attention à la confusion. Donc, on va appeler, d'autant plus qu'on va garder toujours les mêmes signes, plus, multiplier, tout ça. Hein. Donc ici, on définit phi plus psi de x, où phi et psi sont deux applications linéaires de E dans F, et bon, ben, normal, c'est phi de x plus psi de x. Remarquez que ce plus
c'est un plus, c'est l'addition de f. Et ici, se multiplie, quand on fait lambda.phi de x et lambda.phi de x, toujours cette commutation des images, d'accord? L'image de la somme, c'est la somme des images, d'accord? Mais cette fois-ci, c'est pas dans le même sens, vous remarquerez. Avant, c'était phi de x plus y égale phi de x plus phi de y. Là, cette fois-ci, on a échangé les rôles, en quelque sorte. Voilà. Et vous remarquerez que ça, c'est l'addition de f, la multiplication de f, ce qui veut dire qu'on ne s'est pas servi du tout de e, pour l'instant. D'accord ? On s'est servi que des opérations de f. Donc, on veut montrer que L de EF est un espace vectoriel pour ces lois. Alors oui, c'est vrai, mais ça je vous l'ai déjà dit au tout départ, on ne va pas montrer que c'est un espace vectoriel pour ces lois, on va montrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace de référence. En fait, vous pouvez voir qu'il y a un espace de référence, vous prenez n'importe quel ensemble x ici, d'accord? L'ensemble des fonctions de x dans f va, je vous l'ai dit plusieurs fois, va récupérer la structure de l'espace d'arrivée. C'est pour ça que ici on avait la structure d'espace arrivée qui était importante. Voilà. Ça c'est quelque chose d'assez général dans les structures. Et donc, entre autres, f, l'ensemble des fonctions, pas forcément linéaires, l'ensemble des fonctions de e dans f est un espace vectoriel, un K espace vectoriel, si grand F est un espace vectoriel on a fixé un corps K. Eh bien, maintenant, il suffit de montrer que L de EF, c'est-à-dire quand à ces fonctions on rajoute la contrainte d'être linéaire, alors on va avoir un sous-espace vectoriel. C'est-à-dire que quand on va additionner deux applications linéaires, ça va rester linéaire. D'abord, c'est non vide, parce qu'il va y avoir l'application nulle. Et puis, quand on va faire toute combinaison linéaire d'applications linéaires, reste linéaire. Ça, c'est évident. Et là, cette fois-ci, c'est là que va intervenir l'opération plus et l'opération multipliée externe de E. Voilà. Donc ici, on a un espace vectoriel. C'était nos premières opérations. Mais il y a d'autres opérations. Déjà, il y a une opération, si phi va de l'espace E vers F, psi de F vers G, donc cette fois-ci, attention, il faut suivre, il y a trois espaces. Alors, on a la loi ronde, vous connaissez bien, psi rond phi de X il est dans E, d'accord? Et donc, vous voyez bien que c'est bien défini, X phi de X, il va se retrouver dans F, et psi de phi de X va se retrouver dans G. Donc, on définit un élément de G, on appelle psi rond phi de X par composition, c'est-à-dire qu'on crée une application de L. Donc, on va prendre une application linéaire psi ici, une application linéaire phi ici dans F, on fait psi rond phi, et ce qui est intéressant, c'est que, et ça c'est évident, vous pouvez le faire en exercice, ce ne sera pas un exercice passionnant, mais bon, il faut passer par là, ça va rester linéaire ici. Donc d'accord, si phi est linéaire, psi rond phi est linéaire. Voilà. Bon, alors, si on doit faire une petite synthèse, eh ben, on va faire une synthèse quand E égale F égale G, ici. C'est-à-dire que on regarde les applications linéaires de E dans lui-même, ce qu'on appelle les endomorphismes de E et qu'on note en de E. Et bien maintenant, il y a trois lois. Pourquoi? Parce que maintenant, le fait d'avoir pris de E dans E va faire que, ici, on a L de E dans E, croix L de E dans E, donne L de E dans E. C'est ce qui s'appelle une loi interne maintenant. Donc on a une loi interne dans AND E, et donc ça fait beaucoup de lois. Parce qu'on a l'addition qu'on a définie là, la multiplication externe là, et cette loi interne. Et en fait, ça c'est ce qu'on appelle une K-algèbre. On a tout ce qu'il faut, on a toute la panoplie de l'algébriste en quelque sorte, pour s'amuser, pour faire des calculs. D'abord, on a une addition,
On a un espace vectoriel avec plus et cette multiplication externe sur K. On a un anneau avec le plus et le rond. Voilà, c'est ça une K-algèbre. On a une unité, donc c'est un anneau unitaire pour rond, c'est l'identité de E, hein, qui est bien dans AND de E. C'est bien linéaire, hein, l'identité, ça va bien de E dans E, et c'est linéaire, donc voilà. On a l'identité, et puis on a des petites relations, une petite relation de compatibilité entre rond et multipli. En gros, que si on fait lambda phi rond psi, bah c'est lambda phi rond psi, et puis pareil de l'autre côté, bon, des choses, tout ce qu'il faut pour s'amuser, hein, le valhalla de l'algébriste. Sauf qu'attention, la loi rond est hautement non commutative. Ça, faut pas jouer avec ça, on n'a pas la commutation. Entre autres, à phi rond psi puissance n, ne croyez pas que c'est phi puissance n rond psi puissance n. Bon, ça c'est... Voilà, ça, on aura le temps de tomber dans ces panneaux-là. Voilà donc pour les opérations sur les applications linéaires. Et maintenant, on va voir comment construire concrètement. Évidemment, si on dit concrètement, il va nous falloir des bases, des applications linéaires. Voilà, on va tout de suite parler de ce théorème que je vais appeler quand même fondamental, dans le sens qui va servir tout le temps. C'est lui qui va nous mettre en relation les applications linéaires et les matrices. Bon, que j'annonce tout de suite, spoiler. Donc, on part d'un espace vectoriel, grand E. Il est muni d'une base, petit e, E1 jusqu'à En. On arrive dans un espace vectoriel grand F. On se fiche de toute base dans lequel il serait, pour l'instant. Et en fait, voilà comment on va... Là, c'est plus de la caractérisation, c'est pas non plus de la représentation, mais c'est de la détermination. C'est-à-dire qu'une application linéaire phi de E dans F va être entièrement déterminée par la donnée d'une famille F1, Fn de F. Juste, la famille, on ne lui demande pas d'être libre, ni d'être génératrice, vous pouvez ne mettre que des zéros. Hein, dans ce cas-là, si vous mettez que des zéros, ben, ce sera phi égale l'application nulle. Hein. Le taux, c'est qu'il y en ait n. Ah, ça, c'est important qu'il y en ait n, autant qu'il y a d'éléments de la base, bien sûr, sinon ça ne voudrait rien dire. Et la détermination, c'est par phi de EI égale FI. Voilà. En fait, c'est bien de le dire avec les mots, mais je trouve qu'il y a moins de confusion avec les schémas où tout est bien déterminé par des définitions mathématiques. Alors que là, c'est plutôt déterminé par des définitions du dictionnaire. Donc, selon le dictionnaire, hein, voilà. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire? On a L de EF. Ça a été défini, c'est les applications linéaires de E dans F. Ici, on a F, croix F, c'est le produit cartésien de F. Entre parenthèses, c'est une structure d'espace vectoriel, et ça aussi. N fois, d'accord? Et à phi, on va appliquer donc une application linéaire dans F, on va lui associer le n-uplet des éléments de F, phi de EI, d'accord? Donc les FI, hein, ici, d'accord? Voilà. Et, en fait, on a construit une application qui est bien définie, elle n'a aucune ambiguïté. En revanche, ça va être une bijection. C'est pour ça que je mets ce signe, ce grand tilde, là, ici. Et en fait, FI, à FI, le n-uplet FI d'éléments de F, quelconque, hein, c'est pas des bases, c'est pas juste un n-uplet, on lui associe justement l'unique phi, qu'on va appeler phi indice F, si ça c'est la famille petit f, d'accord, l'unique phi qui est proposé par le théorème. Donc ça veut dire que ceci, c'est une bijection, cette application-là est bijective, et même c'est on peut le dire, un isomorphisme. Pour des structures, ici on a des opérations, ici, bon, il y a une opération d'espace vectoriel. Alors la preuve tout de suite. Vous avez l'unicité, l'existence. D'accord? Quoi? L'unicité de quoi? L'unicité de phi
D'accord? Qu'est-ce qui est fixé? Ça c'est fixé, ça c'est fixé, et maintenant on veut l'unicité. C'est-à-dire que si phi existe, c'est-à-dire si on a une application linéaire, d'accord, alors elle est unique. Pourquoi? Parce que si on en prend deux, donc ça veut dire que phi de i c'est fi, et psi de i c'est fi aussi, quel que soit i de 1 à n. Alors quand vous allez faire phi de x, vous pouvez décomposer x en somme de xi ei, puisque ei est une base, et plus précisément parce que ei est génératrice, d'accord? Et donc, par linéarité, vous avez phi de ei, là j'ai fait un petit raccourci pour pas en mettre trop, phi de ei c'est fi, d'accord? Et donc c'est somme de xi, fi. Mais fi c'est aussi psi de ei, et ça, par linéarité, c'est psi de x. Donc, quel que soit x dans E, phi de x égale psi de x, on a bien l'unicité phi égale psi. L'existence maintenant, phi de x est égal à, comment on va définir phi? Parce qu'on l'a défini sur ei, il faut le définir sur tout x. Alors phi de x, et par définition, d'accord, je mets 2 points égales pour exprimer que c'est une définition, c'est une somme de xi fi. Oui, x va se décomposer de manière unique en somme de xi ei, donc les xi sont entièrement déterminés, et maintenant je vais mettre somme de i égale 1 à n de xi fi. Et effectivement, phi va être bien défini, bon, ça c'est clair, d'accord, bien défini parce que les xi sont uniques, et ça va être linéaire. Alors attention, la linéarité ne se prouve pas avec les coordonnées, parce qu'on n'a pas de coordonnées, fi n'est pas une base, faites attention. Par contre, avec la caractérisation de la linéarité, d'accord, le fait que l'image d'une combinaison linéaire est la combinaison linéaire des images, ça va aller tout seul, je vous laisse le faire. Voilà. Ceux qui, les gens un peu perspicaces, vont voir qu'il y a eu quelque chose d'inversé. Souvent, l'unicité est liée à avoir un système libre, et l'existence est liée à avoir un système générateur. L'unicité d'une décomposition, c'est parce que on est dans un système libre, une famille libre. L'existence d'une décomposition, c'est que on a une famille génératrice. Mais là, il y a eu un petit coup tordu de la dualité qui est venu nous inverser les rôles, vous voyez, c'est pervers. Vous remarquerez que l'unicité de phi venait du fait que x pouvait se décomposer, donc venait du fait que les ei forment une famille génératrice, et paf, l'inversion, et l'existence de phi vient du fait que x se décompose de façon unique, et c'est pour ça qu'on peut bien définir ça, d'accord, le côté bien défini, dont on parlera tout le temps en algèbre, et ça dépend de l'unicité de la décomposition, et donc du fait que ei est libre. Donc ça, c'est quelque chose, bon, ça vaut le coup de pointer le doigt là-dessus. Alors maintenant, regardez, je veux montrer qu'il y a des problèmes si on n'avait pas eu une famille libre. Et qu'en fait, ce théorème fondamental qui paraît très naturel, dans les autres structures, dans des structures où on n'aurait pas de famille libre, comme des structures, bon, que de groupes, de modules, etc., des structures que, voilà, on aurait un gros problème à définir des morphismes de structure. On n'a pas l'équivalent de ce théorème fondamental, donc soyez heureux. Le cœur du programme, c'est les espaces vectoriels et où on peut construire à l'envie des applications linéaires, juste en se donnant une famille grâce à ce théorème fondamental. Et regardez, si une famille n'est pas libre, donc ici on a une 2E1 plus 3E2 qui est égale à 0, donc on a une vraie
combinaison linéaire nulle, une relation, hein, voilà. Et si je prends maintenant une famille, parce qu'ici je pouvais prendre une famille quelconque, mais si je prends une famille telle que 2f1 plus 3f2 n'est pas nulle, alors je ne peux pas trouver un phi tel que phi de E1 égale F1 et phi de E2 égale F2. Ben non, puisque le fait qu'on ait ça et qu'on ait la linéarité de phi, ça implique, comme phi du vecteur nul, c'est le vecteur nul, ça impliquerait que ça, c'est égal à 0. Donc vous voyez bien que on a un problème et que la solution ici provenait avant tout de famille, l'existence de phi provient de famille libre. Ça, je pense que c'est quelque chose à bien avoir en tête. Voilà. Quand on parle d'application, on s'intéresse aux bijections, et pour diviser la notion de bijection, hein, parce que la bijection, c'est ce qui nous donne des correspondances, c'est ce qui nous permet de résoudre un certain nombre de problèmes. Par exemple, on a dénombré grâce à des bijections. Les bijections, on divise ça en deux problèmes. On sépare, voilà, quoi, on divise pour régner, et la bijection devient injectivité et surjectivité. Alors, l'injectivité, qu'est-ce que c'est? L'injectivité, c'est l'interdiction d'avoir cette situation-là. C'est-à-dire que deux éléments différents s'envoient sur le même élément. Par contraposé, d'accord, ça veut dire que si deux éléments, les deux images sont égales, alors c'est que les deux éléments, au départ, étaient égaux. C'est plus agréable sous cette forme-là à écrire, parce que x égale x différent de x' implique f de x différent de f de x', c'est quand même pas très pratique à calculer avec des différents, on a plus l'habitude de calculer avec des équations, mais c'est plus joli à voir sur un dessin dans le sens, dans le sens contraposé à ce sens-là. Voilà. La surjectivité, en revanche, c'est l'interdiction d'être dans ce schéma-là, d'accord? C'est-à-dire où lui, il est laissé tout seul, il est laissé sans être image de quelqu'un. C'est-à-dire que, quel que soit y, il faut absolument qu'il existe x dans E, hein, j'ai pris f de E dans f, hein, tel que f de x égale y. Voilà. Bon, injectivité plus surjectivité donne bijectivité et donne le bonheur de tous les mathématiciens. Donc maintenant, il nous faut un appareil, un outil à mesurer l'injectivité et un outil à mesurer la surjectivité. Alors, dans les applications tout court, pas linéaires, dans le monde ensembliste, je vous conseille quand même de regarder toute la partie ensembliste de structure quotient, les vidéos que j'ai faites sur structure quotient, et vous allez voir qu'il y a un certain ensemble de classes d'équivalence qui est important là-dedans, et qu'il ne faut pas oublier quand on spécialise l'injectivité au domaine linéaire. Alors, on disait que on avait un outil pour mesurer l'injectivité. Cet outil, il est purement géométrique. Pour l'instant, on a un noyau ici, et ce qu'on appelle le noyau, c'est l'ensemble des x de E, tel que f de x égale 0, d'accord? Voilà. Et pour la surjectivité, c'est imf, c'est l'ensemble des y, tel que il existe x, tel que f de x égale y. Voilà. Alors, cette image, bon, c'est ce qu'on appelle aussi dans la théorie des ensembles l'image directe de E, mais dans la théorie de l'algèbre linéaire, on l'appelle imf. Bon, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est l'image et le noyau, c'est pour pouvoir, je pense que c'est par dualité, pour avoir des notations qui se ressemblent, et alors qu'il n'y a pas de dualité dans les ensembles. Et ici, c'est
facile de voir que ça fait appel à une relation d'équivalence qu'il y avait dans la théorie des ensembles, c'est-à-dire que quand on a une application f de E dans f, eh ben, on peut définir une relation d'équivalence, c'est x est en relation avec x', s'ils ont la même image par petit f. Et en fait, c'est cette relation d'équivalence qui mesure en gros l'injectivité. Et vous pouvez remarquer que, donc vous vérifiez évidemment que c'est une relation d'équivalence. Mais dans le monde linéaire, eh ben, le fait d'avoir f de x égale f de x', ça veut dire que f de x moins f de x' égale 0. Donc f de x moins x' égale 0. Et donc x moins x' appartient au noyau par définition. Donc ici, que devient cette relation d'équivalence, d'accord, qui était valable pour les applications quelconques? Ben, ça devient x moins x' appartient à ker f. D'accord? C'est ça la condition pour que x et x' aient la même image. Et donc, bon, pour ceux qui connaissent le quotient, pour l'instant, mais bon, je l'annonce quand même, ça veut dire que quand on va quotienter modulo ker f, donc on va annuler ker f en quelque sorte, et ben on va avoir les mêmes éléments, x bar égale x' bar. Bon, ça c'est un petit aparté, si vous ne l'avez pas compris, c'est pas grave. Mais ce qu'il va falloir comprendre maintenant, c'est ker f est un sous-espace vectoriel de E. Bon, ça c'est pas difficile de voir que si x et x' sont dans ker f, alors toute combinaison linéaire va être aussi dans ker f par linéarité de f. C'est aussi très facile de voir que c'est non vide parce que le vecteur nul est dedans. Pareil, im f maintenant est un sous-espace vectoriel mais de grand f, de l'image, toujours par linéarité, parce qu'à partir du moment où on a un élément qui est dans l'image, y1 il a un antécédent x1, y2 a un antécédent x2, toute combinaison linéaire de y1 et y2 on peut en trouver un antécédent avec la même combinaison linéaire de x1 et x2. C'est par linéarité de f, et puis il est non vide parce que le vecteur nul, il est toujours dedans, vu que f de 0, c'est 0. Voilà, donc on a des objets géométriques, et maintenant, c'est ce que j'ai annoncé, ils mesurent respectivement l'injectivité et la surjectivité, parce que injectif, ça revient à dire que le noyau est nul, d'après ce qu'on a dit ici, d'accord? Donc deux éléments, d'accord? Si c'est injectif, alors le noyau est nul. Ça c'est facile, parce que f de x égale 0, ça veut dire f de x égale f de 0, donc x égale 0, puisque f est injectif. Et réciproquement, si le noyau est nul, alors f est injectif, parce qu'à partir du moment où on aura f de x égale f de x', alors x moins x' sera égal à 0, puisque le noyau est nul, et donc x sera égal à x', et on aura bien l'injectivité qu'on voulait. Donc voilà, maintenant, ceci c'est évident, IMF va être un instrument de mesure de la surjectivité, ben oui, puisque la définition c'est que petit f est surjectif si et seulement si IMF est égal à grand F, là il n'y a rien à dire, c'est tautologique. Maintenant, on est content d'avoir des outils comme ça, mais on a un outil encore meilleur, c'est un outil qui est purement dans les nombres et pas un outil géométrique, c'est la dimension ker-f. Voilà. Donc f est injectif, si et seulement si le noyau de f égale 0, et si et seulement si, évidemment, la dimension du noyau est nulle. Et f est surjectif si et seulement si la im petit f égale grand f, et si et seulement si la dimension de im f, c'est égal à petit m, j'ai pas dit ce que c'était petit m, c'est la dimension de f. Et ça, si vous regardez, ça vient du fait que, à partir du moment où IF est inclus dans grand F, si les dimensions sont égales, alors
hein, pour aller de là vers là, ça c'est évident, mais pour aller de là vers là, ça utilise ceci et cette proposition qu'on a vue que la dimension permettait d'avoir des égalités à partir du moment où on avait une inclusion. Voilà donc déjà un premier aperçu de ce qu'on peut faire, comment on peut mesurer l'injectivité et la surjectivité. Alors, quelque chose qui va nous aider à voir les choses de façon un petit peu plus constructive, parce que c'est avec des bases, hein, les bases ça sert à ça. D'abord, donc on va prendre phi, une application linéaire de E dans F, mais on va munir grand E d'une base, on va fixer une base petit e, donc elle est fixée. Et bien, tout de suite, bon, ben, im de phi, on en a une famille immédiatement génératrice. Notez que donc c'est la famille phi de E1, phi de En, hein, engendrée en tout cas. Non, c'est la famille phi de E1, phi de En, pardon, et im de phi c'est engendré par ça. Voilà, alors notez que ker de phi ne vient pas avec un système générateur aussi simple que ça. Il faudra la dualité pour ça. Là, im de phi, en revanche, arrive avec un système générateur assez simple. Maintenant, phi est surjective si et seulement si l'image de E est génératrice de F. Ben oui, on a dit tout à l'heure, et c'était évident que phi est surjectif si et seulement si im phi est égal à F, donc c'est surjectif ici, ça c'est évident. Maintenant, ça donne une idée par dualité de dire bah, phi est injectif si et seulement si l'image de E est libre maintenant dans F. Et ça va être vrai. Alors, prouvons un petit peu ça. Donc le 2, il découle directement du 1, c'est ce que je disais. Le 1, bah, im phi, c'est les éléments de la forme phi de x, avec x parcourant E, donc ils s'écrivent dans la base, et donc ils s'écrivent comme ceci, par linéarité. Bon, ben voilà, donc ça veut dire que ce sont des combinaisons linéaires des phi de EI, et inversement, on peut remonter le truc, toute combinaison linéaire de phi de I peut se mettre sous la forme phi de x, hein, d'accord, voilà. Donc ça, c'est vrai, ça en découle. Phi est injective si et seulement si l'image de E est libre. Ben oui, alors, donc on va regarder, l'image de E est libre, comment on fait? Donc on suppose que phi est injective, et on va regarder les combinaisons linéaires des phi de EI. D'accord? Si et seulement si l'image de E, hein, donc l'image de E, c'est les phi de EI. Hein. Donc, et on regarde si ça, c'est une famille. Donc je regarde une combinaison nulle, bah, ça veut dire par linéarité que phi de ça, de la combinaison des EI est nulle, donc que la combinaison des EI est dans ker de phi. Et là maintenant, on voit bien que si ker de phi est nul, alors comme EI est libre, ça voudra bien dire que les lambda I sont tous nuls, donc on aura l'image de E sera libre, et réciproquement, ou par la contraposée de la réciproque, si ker de phi est différent de 0, alors on aura des lambda I non nuls, et forcément il y aura une combinaison linéaire non triviale qui donnera 0. Voilà, donc on a prouvé 1 et 3. Regardez par exemple un exemple pratique. On vous demande de trouver un système générateur de l'image de cette application linéaire. Regardez, c'est bien une application linéaire. Si vous voulez, elle est de R2 dans R3, mais vous pouvez prendre de K2 dans K3, hein, c'est à vous, c'est à votre imagination. Et ici, on vous demande l'image. Donc l'image, vous avez besoin d'un système générateur. Eh bien, on va prendre la base canonique de R2, E1, E2, et on va regarder juste l'image de la base canonique. Donc E1, ça veut dire que x égale 1 et y égale 0. Donc E1, phi de E1, ça va être égal à 1 moins 1, 0. Et phi de E2, donc ça va être 2
1, moins 3. Voilà, donc on a tout de suite un système de générateur d'après le 1 de im de phi. Donc ça va engendrer im de phi. J'en profite pour faire l'autre exercice qui a moins rapport avec ce théorème, mais quand même il est important parce qu'il faut parler du noyau. Bon, voilà, j'en profite pour parler du noyau. Je veux montrer que l'ensemble des x, y, z tels que 2x plus y moins z égale 0 et y plus 2z égale 0 est un sous-espace vectoriel de R3. Bon, c'est pas un exercice qu'on vous, bon, a priori qu'on vous demanderait, quoi. Ça c'est plutôt début de sup. Eh ben, regardez la tendance qu'ont les candidats pour traiter ce problème-là, c'est de dire, sous-espace vectoriel, on va faire une combinaison linéaire d'un truc d'un x1, y1, z1, un x2, y2, z2 qui vérifie ça, et on fait des calculs, bon voilà, et à la fin d'une page de calcul, on a montré que c'était un sous-espace vectoriel. Bon, alors les correcteurs attendent peut-être des fois des choses un peu plus directes. Et ben, vous regardez l'application qui a x, y, z, va donner ces deux trucs-là, hein, voilà, 2x plus y moins z, y plus 5z, voilà, hein, ça va de R3 dans R2, si on est sur un corps quelconque de K3 dans K2, et en fait, elle est bien linéaire, parce qu'elle est homogène de degré 1, voilà, toutes les applications coordonnées les deux applications coordonnées sont des polynômes homogènes de degré 1 dans les trois variables, et donc c'est le noyau, c'est le noyau d'une application linéaire, point barre. Voilà, pour conclure cette section là qu'on vient d'ouvrir avec les applications linéaires, il est temps de voir si on a bien compris en comptant lorsque c'est possible, c'est-à-dire lorsque le corps est fini et les dimensions sont finies, toutes les applications linéaires, voilà. Donc d'abord, comme E est de dimension n sur un corps K de cardinal Q, vous voyez que E est de cardinal, on l'a déjà vu, Q puissance n. C'est justement la bijection entre E et grand K puissance n, dont on a vu récemment que c'était un isomorphisme. Ça ne nous apporte rien au comptage, mais ça fait plaisir. Pareil pour F, ça va être Q puissance m. Donc ici, si on devait regarder les applications tout court, pas forcément linéaires, ce serait Q puissance m, le tout puissance Q puissance n. Donc, quand même un nombre assez conséquent. Voilà. Maintenant, combien il y en a de linéaires là-dedans, parmi celles-là? Eh bien, de linéaires, on a vu qu'on avait une bijection entre L de EF et F, comme ceci, n fois. D'accord? Et donc, quelle est la réponse? Forcément, d'après cette bijection, je vous rappelle qu'on fixe une base de grand E, petit e, et on a une bijection entre les familles à n éléments, n, c'est ça, hein, de grand F, voilà, les familles quelconques, hein, voilà. On peut même mettre tout 0, voilà, ça donnera l'application nulle, et c'est une bijection, et L de F. Donc, ça veut dire que c'est le cardinal de F puissance n, donc c'est Q puissance m puissance n, donc c'est Q puissance mn. On verra ça plus précisément avec les matrices de taille m, n. Donc ça vous voyez, faut noter que il y a un objet rectangulaire qui est derrière, hein, d'accord? Il y a un rectangle, et donc il va y avoir un objet rectangulaire, naturellement rectangulaire, qui va être associé. Même si on n'est pas, même si on a un cardinal infini quelconque. Voilà. Maintenant, les isomorphismes entre E et F, c'est-à-dire les morphismes qui sont à la fois injectifs et surjectifs, qui sont bijectifs. Et là, on a vu, hein, sans doute, qu'il faut que l'image de cette base fixée, petit e,
soit à la fois libre et génératrice, donc soit une base. Et à partir du moment où on a fixé l'image de E, grâce à ça, il y a unicité de l'application linéaire. Donc, ça revient à dire que à E, j'associe l'image de E, F, d'accord, et que ça doit être une base. Et inversement, comme ça c'est une bijection, dès que je prends une base ici, j'ai automatiquement une unique application linéaire qui sera un isomorphisme, parce que l'image d'une base sera une base. Et donc, on va avoir, il suffit de compter le nombre de bases, et ça, on l'a déjà fait. Alors, entre parenthèses, si n différent de m, alors c'est forcément 0, parce qu'il faut qu'il y en ait autant. Mais si n égale m, d'accord, alors ça va être qn-1, jusqu'à qn-q, et qn-1. Voilà. Donc ça, on a calculé le nombre d'isomorphismes. Donc c'est soit 0, soit ça. D'accord? C'est-à-dire que c'est comme si on multipliait par le symbole de Kronecker, delta nm. Voilà, en général. Maintenant, les injections linéaires, eh ben, on a vu que dans cette correspondance, d'accord, eh bien, la correspondance qui est ici, il suffit d'associer un élément ici pour avoir une application linéaire, un élément de f, grand F puissance n, mais il faut que cet élément soit une famille libre. Donc, si n est inférieur et supérieur à m, alors c'est forcément 0. On ne pourra pas injecter, d'accord, voilà. Et donc ça se sera précisé bientôt avec la formule du rang, avec les noyaux, tout ça, les dimensions de noyaux. Mais on voit bien que si n est strictement supérieur à m, c'est impossible d'avoir une injection. Et le nombre d'injections, ici, bah, ça va être le nombre de familles libres à n éléments dans F, d'accord, qui va être dans un espace de dimension m. Donc ça va faire Qn moins 1. Donc ça c'est si n est inférieur ou égal à m. Donc ça va faire Qm moins 1, facteur de Qm moins Q. Et on va aller comme ça. On va en prendre Qm moins Qm moins m moins n plus 1. Voilà. D'accord? Comme ça, non. Qu'est-ce que je raconte? Je veux en prendre n. Voilà. Ici, et donc c'est n moins 1. Comme ça, je vais de q puissance 0 à n. Voilà, comme ça. Bon. Et combien il y a de surjections linéaires? Je ne l'ai pas mis, d'accord? Parce qu'on ne sait pas. Encore. C'est difficile. On ne sait pas. Et si on ne sait pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Encore. Il nous manque un théorème. On ne sait pas faire, c'est pas parce qu'on est bête, c'est juste parce qu'on n'a pas encore les outils. Et le prochain outil qui va vraiment être décisif dans ces histoires de dénombrement pour obtenir la surjectivité, c'est la dualité, encore une fois. Pub. Ok. Je vous rappelle, quand même, ce serait dommage, que dans la théorie des ensembles, on prend un ensemble fini de cardinal petit a et grand B de cardinal petit b. Le nombre d'applications de A dans B, c'est B puissance A. Et bon, ça on l'avait déjà un peu dit ici, sous-entendu. Et le nombre d'applications injectives, il faut choisir B, B-1 jusqu'à B-A plus 1. Donc vous voyez ce que ça devient quand c'est dans des choses linéaires. Et on a une formule qui est vraiment compliquée quand on veut des surjections, ici, et ça vient de la formule du crible, d'accord? Le nombre de surjections, c'est quelque chose que je conseille de regarder dans le carnet de voyage en algébrie, c'est fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous allez voir que quand vous verrez le nombre de surjections, vous verrez que, en revanche, la formule est très très simple
par rapport à celle dans les applications. Et c'est ça, parce que il y a cette baguette magique, la dualité, qui apparaît un peu comme la marraine de Cendrillon, boubidi boubidi bop, voilà, qui fait que tout est transformé avec simplicité, et injection devient surjection, juste en changeant le M en N. C'est magique. Salagadou, la menchikabou, la bibidi-babidi-bou. Maintenant, on peut attaquer la formule du rang. La formule du rang, on va les démontrer là tout de suite. D'abord, oui, qu'est-ce que c'est que le rang? Le rang, c'est d'une application linéaire, on est en dimension finie, c'est la dimension de l'image. On l'appelle le rang. Bon, c'est comme ça. La formule, elle nous dit que la dimension du noyau plus le rang, c'est-à-dire la dimension de l'image, est égale à la dimension de E. Donc ça va être très très fort, parce que, en fait, c'est un avant-goût de la dualité. Ça veut dire que entre noyau et image, il y a une relation. On avait vu que la dimension du noyau nous permettait de voir l'injectivité, la dimension de l'image nous permettait de voir la surjectivité, et là, on voit qu'il y a une relation entre les deux. Et cette relation, elle est là. Si on la regarde, et si on a un tout petit peu un sentiment d'injustice fort en soi, bon, un tout petit peu fort en soi, ça ne veut rien dire, donc on se rend compte qu'il y a quelque chose d'anormal. La dimension ici, plus cette dimension, c'est la dimension de E. Donc, notez bien que E, c'est l'ensemble de départ. Pourquoi l'ensemble d'arrivée n'est pas intervenu là-dedans? Pourquoi on ne voit pas l'ensemble d'arrivée? C'est injuste. Pourquoi il y en a toujours pour E et pas pour F? Alors, c'est là où la dualité va nous rétablir F. Si vous remplacez, donc je vous le dis comme ça, hein, pour ceux que ça choquerait, bon, d'abord ça fait du bien de voir que c'est l'ensemble de, voilà, l'espace de départ qui est important, hein. Mais pour ceux que ça choquerait, bah, passez à la dualité, c'est-à-dire ici vous avez codim de ker F, donc la codimension, donc dim de E moins la dim de ker F, et codim ici de im de F, donc c'est la dimension de F moins la dimension de im de F, et ben vous allez avoir élimination, et là vous allez avoir la dim de F. Donc si vous voulez, vous avez une formule duale qui dit codim de ker F plus codim de im F égale dim de F cette fois-ci, et la justice est enfin rétablie. Ça fait un pas de plus pour la paix dans le monde. Et oui, bien sûr. Et merci Gaston. Voilà, on a un militant avec nous. Alors, on va montrer cette formule, et on commence par un petit lemme. C'est un lemme qui sert pas qu'une fois, hein, c'est pas un lemme Kleenex, hein, comme ces lemmes là qu'on trouve dans le commerce. C'est un lemme pérenne que vous pouvez garder, comme les mouchoirs en tissu. Vous avez, c'est dégoûtant, donc rappelez-vous bien de ce lemme, hein, il va être important, pas que pour cette preuve. Ensuite, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Soit F, une application linéaire, et S, un sous-espace vectoriel. On peut regarder la restriction de F à S, et elle est injective, d'accord, si et seulement si ker de F et S sont en somme directe. C'est vraiment pas difficile, regardez la preuve, bon, vraiment, moralement, elle fait qu'une ligne, quoi, hein. Qu'est-ce que c'est que, bon, l'injectivité, autant dans les applications ensemblistes, ça se regarde avec une relation d'équivalence, donc là, mais là, ça se regarde juste avec un noyau. Et en fait, qu'est-ce que c'est que l'injectivité? On va la voir à partir du noyau de F, de la restriction de F à S. D'accord? F, la restriction de F à S reste une application linéaire, hein, puisque c'était déjà linéaire sur E, c'est linéaire quand on le restreint à S. Et
ce noyau-là, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'ensemble des éléments x tels que f de x s'annule avec x dans S. Ben, bien sûr, c'est S inter ker de f. Ça, c'est une tautologie. Ça, ce truc-là, presque, j'ai envie de dire, ça se démontre même pas, c'est tautologique. D'accord? Donc, à quelles conditions c'est injectif? Ben, si et seulement si ce noyau est nul, c'est-à-dire si et seulement si ça c'est nul, cette intersection est nulle, S inter ker f est nul, et donc si et seulement si ker f et S sont en somme directe. Voilà, hein, c'est vraiment tout bête, mais faudra y repenser, ça sert à d'autres moments. Ok, preuve. Maintenant de la formule du rang. Hein. Soit S un supplémentaire, donc je prends un supplémentaire, donc c'est pas qu'un truc en somme directe, là cette fois-ci, c'est un supplémentaire de ker f dans E, c'est-à-dire que E c'est la somme directe de S et de ker f, et ce qui fait que la dimension de S, c'est la dimension de E moins la dimension de ker f. D'accord? Et en plus de ça, d'après le lemme, la restriction de f à S est injective. Donc maintenant, je vais considérer G. Alors G, c'est pas tout à fait la restriction de f à S, parce que la restriction de f à S, ça va de S dans F. Là, je vais non seulement faire une restriction à S, mais faire ce qu'on appelle une co-restriction, c'est-à-dire que je vais aussi limiter, là je limite mon espace de départ, mais je vais aussi limiter mon espace d'arrivée, parce que c'est pas la peine d'aller plus loin que im de F, le reste, il n'y aura rien. Il n'y aura rien d'autre que des éléments de im de f. Donc je peux restreindre à im de f, d'accord? Je prends un élément x dans S, je lui associe g de x, et par définition, g de x, c'est tout simplement f de x, et je vérifie que f de x est bien dans im de f. Ça aussi, c'est une tautologie. Donc ça, c'est ça va être une application linéaire de S dans im de f. Ben, on sait déjà que c'est injectif. G est injective, ça on l'a vu avant, parce que la restriction de f à S est injective, donc l'injectivité, ok. Et ben maintenant je vais montrer que G est un isomorphisme. Ben oui, c'est un isomorphisme, il suffit de montrer que c'est surjectif. Oui, pourquoi c'est surjectif? Il faut que je prenne un élément Y, que je regarde s'il a un antécédent, mais un antécédent dans S. Donc Y, il est dans im de f. Ça veut dire qu'il existe x tel que f de x est égal à y, mais pour l'instant, x est dans E, parce que f va de E vers f. Donc maintenant, j'ai plus qu'à décomposer x en une partie du noyau et une partie de S, puisque par définition, S et ker f sont supplémentaires dans E, donc tout élément de E, je peux le décomposer comme ça. Et maintenant, je réécris que y égale f de x, mais x, j'écris xk plus xs. Par linéarité de f, j'ai f de xk plus f de xs, mais f de xk, comme ça c'est dans le noyau, et ben ça fait 0, et donc il ne reste plus que f de xs. Donc j'ai trouvé mon antécédent de y, mais cette fois-ci, il est bien dans S. Donc ça veut dire que G, ici, est un isomorphisme, c'est injectif et surjectif. L'image d'une base est une base, ça on l'a vu, donc ils ont même dimension, et donc la dimension de im f, c'est la dimension de S, mais la dimension de S, c'est, on l'a vu, la dimension de E moins la dimension de ker f, parce qu'ils sont supplémentaires, et donc ça nous donne la formule du rang, et si on veut, la formule, on appelle la formule du corang, ici, et ça c'est dim de f. Voilà, comme ça, si on veut. Voilà, ça rétablit la justice de l'écrire comme ça. Très bien. Alors, on vient de voir un résultat important, et un résultat important se calcule à son nombre de corollaires, et il y en a plein. On va voir quelques corollaires. Le premier corollaire, qui n'est pas forcément le plus utilisé ce sera le second, c'est que si on prend petit f dans L de EF, donc une application linéaire de E dans F, alors f est surjectif si et seulement si la dimension du noyau est égale à la dimension de E moins la dimension de F.
on retrouve que si la dimension de f est plus grande que la dimension de e, strictement plus grande, ben ça va devenir négatif et on n'a aucune chance d'avoir une surjection. Ça, on le savait. Hein, c'était voilà. Alors, comment ça se démontre? D'abord, pourquoi c'est un résultat intéressant? Parce que la surjectivité, c'est quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup. L'injectivité, les noyaux, c'est quelque chose qu'on aime mieux. D'accord? Parce que pour surjectif, il faut inventer un antécédent. Là, on n'a rien à inventer. Il suffit d'écrire ceci égale 0 et puis d'aller tout droit, hein, en quelque sorte. Donc, bon, c'est vrai que là, du coup, on passe de quelque chose qu'on n'aime pas trop faire, et là, à quelque chose qu'on aime un peu mieux faire. Donc, c'est une bonne... quand vous voyez une équivalence dans un théorème, regardez ce qui est difficile et ce qui est plus facile. Et généralement, pour la preuve, c'est l'application. Voilà, bon, j'arrête là. Ici, la preuve, f est surjective. Si l'image de petit f c'est grand F, ça c'est une définition. Si et seulement si le rang, donc la dimension de lim de petit f c'est lim de grand F, ça c'est pas tout à... On l'a déjà vu, ça vient du fait que quand on est inclus, pour avoir l'égalité, ici on a une inclusion, et pour avoir l'égalité, il suffit d'avoir la dimension, ça c'est des choses qui proviennent de ce qu'on a vu sur les espaces vectoriels. Et donc, maintenant, avec la formule du rang, plaf, on sort ça, et c'est fini. Vous voyez? Donc, on a bien cette équivalence. Pour une fois, on n'a pas fait une application et une réciproque. Tout est équivalent. Ok. Alors, bon, tiens, on verra. On va peut-être pouvoir maintenant s'attaquer au dénombrement des applications surjectives, maintenant que ça se ramène à ça. On va voir. Corollaire. Ici, f appartient à AND de E. C'est-à-dire, c'est une application linéaire qui va de E dans E. C'est à l'intérieur de E. Donc, maintenant, on a que f est injectif, si et seulement si f est surjectif, si et seulement si f est un isomorphisme. Voilà. Donc, si f est injectif, vous voyez que le noyau est nul, et comme ici f c'est E, vous voyez qu'on a bien cette égalité, donc on a bien la surjectivité d'après ce corollaire, d'accord? Et si f est surjectif, f est injectif, parce que, bon voilà, c'est la réciproque de ça, de toute façon, on va dans l'autre sens. Donc ça provient directement de cette formule, avec dim de f égale dim de E. D'ailleurs, entre parenthèses, vous voyez que vous pouvez avoir un corollaire un petit peu plus général, où en remplaçant f dans AND de E, on le remplace par f dans L de E grand F, avec dim de f égale dim de E. Donc ça, c'est quand même important. Alors ici, f injectif, f surjectif, donc à partir du moment où il sera injectif et surjectif, ce sera un isomorphisme, on dit aussi un automorphisme, d'accord? Et isomorphisme, justement, ce sera quand f sera différent de E, mais de même dimension, comme on vient de voir. C'est important de voir quelques contre-exemples, et les contre-exemples, j'insiste sur le fait qu'on est en dimension finie. En dimension infinie, c'est faux. Donc ça venait de la dimension finie parce que on a des dimensions obligatoirement finies ici, sinon ça ne veut rien dire. Mais regardez, vous prenez, dès que vous voulez des contre-exemples et regardez la dimension finie, commencez par regarder les polynômes. Donc vous regardez les polynômes, et là vous avez une application linéaire qui est claire, donc un endomorphisme des polynômes, qui à P donne sa dérivée P'. Et c'est surjectif. Oui, puisque on peut toujours trouver une primitive d'un polynôme, d'accord, voilà. Et c'est injectif, non, vous voyez. Pourtant, c'est un endomorphisme. C'est pas injectif parce que deux primitives sont à une constante près. D'accord. Donc les constantes vont vers 0 si vous voulez. Donc vous voyez que ça devient faux. Et maintenant, vous pouvez aussi avoir quelque chose de
injectif mais non surjectif. Vous regardez la multiplication par x, à un polynôme on associe x fois p, et bien ça c'est injectif, d'accord, parce que l'anneau est intègre, donc quand on va multiplier par p, si on dit que c'est égal à 0, on peut simplifier par x et ça fait p égale 0, donc le noyau de mu x est nul, c'est injectif. Bon, c'est évidemment linéaire, je ne l'ai pas dit, mais voilà, c'est clairement linéaire par distributivité, si vous voulez. Et maintenant, ce n'est pas surjectif, parce que l'image, ce sont les polynômes qui s'annulent en 0. Voilà, d'accord? Donc tout polynôme ne s'annule pas en 0, et donc c'est pas surjectif. Voilà, c'était les contre-exemples. Et puis, bon, bah maintenant, tiens, bah, j'ai bien envie d'essayer de regarder si on peut compter les surjectifs sur un corps fini, maintenant, puisque il n'y a plus de... Ça y est, on est passé de l'autre côté. Voilà, on va montrer qu'on a été capable de basculer du côté de la surjectivité grâce à la formule du rang, d'accord, en calculant maintenant, en montrant qu'on peut calculer maintenant les surjections linéaires de E dans F. Regardez, vous avez le nombre, donc vous avez E de dimension n, F de dimension m, K de cardinal Q, le nombre de surjections de E dans F, à condition bien sûr que m soit inférieur à n, sinon il n'y en a pas, hein. Donc ce serait 0. C'est Qn moins Q, facteur de Qn moins... Non, Qn moins 1, facteur de Qn moins Q, jusqu'à Qn moins Qm moins 1. D'ailleurs, ça devrait bien faire 0 si la même formule donne 0 si on suppose petit m strictement plus grand que petit n. Voilà. Alors, bah voilà, hein, on va regarder. Donc, on utilise cette formule du rang. F est surjectif si et seulement si le rang de f égale la dimension de f, de grand F, c'est-à-dire petit m. Bon, ça, on l'a vu, on vient de le voir. Et si et seulement si, donc la dimension du noyau, c'est n-m. C'était le premier corollaire de notre formule du rang. Hein, d'accord? Donc maintenant, il suffit de compter les applications linéaires de E dans F, telles que la dimension de ker F est égale à dim de E moins dim de F, c'est-à-dire n moins m. Voilà. Alors, je fais ça en deux temps. D'abord, on va compter les sous-espaces vectoriels qui peuvent être des noyaux possibles. Donc, les sous-espaces vectoriels de dimension n moins m. D'accord? Bon. Et deuxièmement, pour un tel cas fixé, une fois qu'on a compté cela, pour un tel cas fixé, combien d'applications linéaires ont pour noyau ce cas-là? Voilà. Hein. Il faudra faire le produit des deux trucs qu'on a comptés pour obtenir les surjections linéaires. D'accord? Qu'est-ce que c'est que F? D'abord, c'est la donnée, on se donne F à partir d'un noyau. D'accord? K, voilà, c'est lui qui va jouer le rôle du noyau, il doit avoir la bonne dimension, et maintenant, à un noyau fixé, on va regarder tous les cas possibles, tous les F possibles, on va dire, qui auraient pour noyau K, hein, tout en étant une application linéaire de E dans F qui sera du coup automatiquement surjective. Voilà. Donc vous voyez que c'est encore un lemme du berger, hein, d'accord, qu'on va appliquer. Bon. Alors, maintenant, la première chose, ça a déjà été fait. Combien il y a de sous-espaces vectoriels de dimension n-m? On l'a fait, c'est déjà un exercice qui a été fait, en comptant les parties libres
ici de E, qui sont potentiellement donc des bases de K, et en divisant par le nombre de bases de K, et ça nous donne ça. C'était encore un lemme du berger d'ailleurs, voilà. Donc on avait trouvé ce résultat-là. Maintenant on se fixe K, et on veut, alors on se fixe K avec la dimension n moins m, et je veux calculer combien il y a d'applications linéaires, donc f est dans L de E, F, qui est pour noyau K. D'accord? Donc, on fixe S tel que S est en somme directe avec K. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, d'une part, analyse synthèse. Hein, si F a pour noyau K, alors la restriction à S est injective. Ça, on l'a déjà vu. Inversement, donc ici, je vais avoir ce que j'appelle G ici, qui est la restriction de F à S, de S dans F, G est injectif. Réciproquement, je me donne G injectif de S dans F. D'accord? Et maintenant, je prolonge G en un morphisme F de E dans F. Ben, a priori, G il allait de S dans F, et je vais faire F de E dans F. Comment? Ben, comme tout élément de E, il se décompose en S, en un élément de S et un élément de K de façon unique, ben, l'élément de K, je l'envoie vers 0, et l'élément de S, je l'envoie vers G de cet élément. Voilà. Et donc, ça va me faire une bijection entre les applications linéaires de E dans F de noyau K et les morphismes injectifs de S dans F. Donc il y en a autant, d'accord? Et donc j'ai plus qu'à compter les injections de S dans F. Et les injections de S dans F, je l'ai déjà fait, c'est le nombre de parties libres que je peux faire à M éléments, puisque la dimension de S, c'est M, c'est N moins N moins M, donc c'est M, dans F. Mais F est un... Bon, ici, F est de dimension M, donc en fait, dire que c'est injectif, c'est dire aussi que c'est surjectif, ça faisait partie des corollaires. Hein. Donc il suffit de chercher le nombre d'isomorphismes, c'est-à-dire le nombre de bases, et ça, le nombre de bases à M éléments, on l'a déjà calculé, c'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ça fois ça par un lemme du berger et voir que on tombe là-dessus. Bon, c'est un petit calcul. Bon, mais finalement, là maintenant, c'est rien que du calcul, c'est un petit peu... c'est de la plomberie, quoi. Voilà.